Guillaume Villemot, nous allons parler d'André Malraux, L'homme qui osait ses rêves, aux éditions Baker Street. Ce livre consacré donc à ce, alors je vais dire ce grand homme parce que je vois pas d'autres qualificatifs. Pourquoi ce livre sur André Malraux? Ah, pour plein de raisons. D'abord parce que je trouve que c'est un personnage qui est absolument fascinant. Vous avez raison, c'est un grand homme dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des profils multiples et des aspects multiples et qu'on a tendance souvent à uniquement classifier comme étant l'homme de la culture du général de Gaulle. Et puis on s'arrête là. Or, en réalité, Malraux, il a 1000 vies, il a 1000 facettes et toutes ces facettes composent ce qu'il est. C'est ce qu'il appelle lui-même être un farfelu, mais au sens italien du terme. Donc c'est le farfal, c'est le papillon. C'est celui qui va papillonner et chercher le meilleur de tout ce qu'il trouve. Moi, ce que j'aime chez Malraux, c'est sa curiosité, ses curiosités, j'allais dire, c'est son amour infini de la vie, c'est son idéal de pensée, je dirais presque humaniste, et c'est cette capacité à toujours s'émerveiller de tout et de rester en activité tout le temps. Alors, c'est un personnage aussi, Malraux, un personnage. Alors, bon, dans le livre, d'ailleurs, vous comparez entre Tintin et Corto Maltese, mais c'est un aventurier aussi au départ. Oui, c'est-à-dire que c'est un aventurier de la vie. C'est-à-dire que tout, il y a une vie qui démarre de façon assez peu linéaire. Hein. Ses parents divorcent, ce qui est assez rare à l'époque. Il se retrouve élevé dans une épicerie, ce qu'il dira lui-même. D'ailleurs, j'ai pas du tout aimé mon enfance. Et il va tout faire pour rêver sa vie autrement. Donc, il va parcourir les bouquinistes, il va parcourir le musée Guimet, etc. Et il va se forger à la fois une culture et en même temps un goût pour l'aventure, au sens de la découverte des choses, au sens de je veux aller découvrir d'autres horizons. Et un peu finalement comme aussi Indiana Jones, il va aller à la découverte du temple maudit, ou du temple perdu plutôt, et il va partir donc à côté d'Angkor et il va essayer se rend bien compte qu'il y a un marché de l'art qui commence à émerger et que le marché de l'art khmer peut être intéressant. Et donc, il va essayer, là aussi, d'aller à l'aventure, dans cette aventure-là et de se risquer à aller voler quelques statues sur un temple pour essayer de les monnayer derrière. Oui, il aurait pu mal tourner, on va dire. Enfin, il a mal tourné parce que il a été arrêté, il a fait de la prison pour vol et puis pillage, hein, tout simplement. Hein. Absolument. Moi, il m'a fait penser un peu à Monfred, à Henri de Monfred, qui c'était le type de personnage, hein, Malraux. Alors, cette passion des livres, vous en parliez là. C'est là qu'il a forgé sa culture finalement, parce qu'il a eu quand Oui, même une relation un peu particulière avec l'enseignement. Il a refusé le bac, tout simplement parce qu'on lui refusait une école. absolument. Ouais, on lui refuse le lycée dans lequel il veut aller, donc du coup, il dit, ben, dans ces cas-là, je n'irai pas passer mon bac. Et effectivement, c'est, je pense, un des rares prix Goncourt à ne pas avoir son bac. Et pareil, enfin, et ministre de la Culture, ça c'est quasiment certain, à n'avoir pas eu son bac. C'est pareil, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui en permanence va aller s'éveiller aux autres choses. Ce que j'aime fondamentalement chez Malraux, c'est qu'il y a cette soif de culture, mais il y a aussi cette bienveillance vis-à-vis de toutes les formes de culture. C'est-à-dire qu'il ne fait pas un classement en disant ça c'est un art supérieur, ça c'est un art inférieur, ça c'est un art majeur, ça c'est un art mineur. Pour lui, toutes les cultures se nourrissent les unes des autres. Et ce que je trouve, tu disais tout à l'heure qu'il a cette soif d'en permanence aller se nourrir, chercher, etc. C'est ce qu'il fait quand il va faire son dernier voyage pour aller à la rencontre, par exemple, des peintres haïtiens. Et il considère que la peinture haïtienne est une peinture majeure dans l'histoire de la culture mondiale. Alors, il y a un phénomène, je reviens un peu au livre, parce que bon, Malraux, c'est effectivement le Goncourt d'une part, mais quand même pléthore de livres. Il y a cet aspect, j'ai oublié juste d'en parler dès le départ, parce que il y a ce côté, justement, vous en parliez des farfelus. Comment est née cette envie d'écrire chez lui, avec justement une écriture complètement décalée par rapport à la tendance? Alors, c'est vrai qu'il y avait plein de choses hein, à cette époque. Saint-Germain-des-Prés Oui, les grouillait dadaïstes, tous ces mouvements-là. Je pense que Malraux, il a un besoin d'exister. Donc, il a bien compris que l'écriture pouvait être une façon de le rendre existant. Il a quand même, il a ce besoin de reconnaissance. Alors, ça se traduira par les titres qu'il utilisera lors de sa carrière militaire inventée ou réelle. Mais il a besoin de cette reconnaissance. L'écriture lui apporte cette reconnaissance
finalement assez vite parce qu'il est le premier à obtenir le prix interallié. Ensuite, il aura effectivement le prix Goncourt et il va devenir un intellectuel et un écrivain majeur du XXe siècle et du début du XXe siècle. Il va réussir, justement, on parlait tout à l'heure du temple à côté d'Angkor, mais quand il est arrêté et donc gardé en résidence sur le territoire, pour obtenir sa libération, ou en tout cas la révision de son procès, il enverra sa femme de l'époque, Clara, pour aller mobiliser. Et c'est la première fois qu'on voit ça. C'est tous les intellectuels français vont se mobiliser derrière Gaston Gallimard, derrière André Gide. Ils vont se mobiliser pour demander à ce qu'il y ait une révision du procès de Malraux, pour que Malraux, parce que Malraux en réalité n'était pas en train de piller des temples, pardon, mais était en train de mener une action culturelle. Et c'est tout ça qui fait que Malraux a envie d'écrire, c'est tout ça qui fait que Malraux existe. Et au travers de l'écriture, au travers de l'aventure qu'il va raconter, et dont il va faire la source de ses romans et de ses récits, parce que c'est un peu comme Kessel, vous parliez de Monfred, mais il y a aussi du Kessel chez Oui. Malraux. Il y a cette espèce de besoin à la fois de raconter sous forme de récit. C'est ce qu'il fait quand il va aller survoler la capitale de la reine de Saba en Afrique, au-dessus de l'Érythrée. Donc ça, il va en faire des articles, mais il va aussi, à côté de ça, nourrir ses romans de toutes ces expériences vécues sur les terrains. Oui, effectivement, mais cet épisode, justement, de la recherche de la capitale de la reine de Saba, il est extraordinaire parce il y a tout Malraux là-dedans. Il y a à la fois l'aventurier, il y a l'aviateur, il y a le journaliste, il y a l'écrivain, il y a tout est dedans. Et ça, c'est ce qui va le guider toute sa vie. Mais est-ce que c'est après des rêves qu'il court ou est-ce que c'est une forme de révolte? Non, je pense que je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que je pense qu'il y a du rêve parce qu'il rêve de voir les choses en grand, parce qu'il rêve et il comprend que la culture est un axe majeur d'émancipation pour tout le monde et pas spécifiquement pour lui. Et puis il y a une révolte parce que il est fondamentalement, quand il part par exemple, il est fondamentalement révolté. Quand il se retrouve contraint de rester à côté d'Angkor quand il est arrêté. C'est là où il va se rendre compte des méfaits de la colonisation. Il reviendra plus tard sur le territoire pour créer un journal pour dénoncer les effets de la colonisation. Donc il est en permanence dans cette révolte. C'est-à-dire que c'est vraiment, et c'est là aussi ça fait partie de toutes les facettes de Malraux, c'est ce qu'il fera aussi lorsque, après l'incendie du Reichstag en Allemagne, il va demander à obtenir une rencontre avec Hitler, ce qu'il n'obtiendra pas, pour demander la libération des communistes qui ont été arrêtés, accusés à tort d'être les incendiaires du Reichstag. On retrouvera cette révolte quand il va s'engager aux côtés des républicains espagnols contre les avancées franquistes. Et on le retrouvera aussi jusqu'à la fin de sa vie quand il ira s'engager aux côtés du peuple du Bangladesh pour obtenir leur indépendance, en disant mais voilà, c'est une injustice de plus. Donc il est profondément en permanence, ouais, j'allais dire en colère, mais c'est une forme de colère. En tout cas, c'est une colère qui est une colère saine parce qu'elle le fait avancer et qu'il a le sentiment que ça fait bouger le monde. Il était à la fois un homme, un écrivain engagé et un écrivain d'aventure, comme Loti, comme Bess Sandras ou des gens comme ça. Et puis aussi, presque aussi comme des gens comme Camus, hein. Oui, comme Camus et plus près de nous, comme quelqu'un comme Patrice Franceschi, avec La Boudeuse, mais qui a écrit aussi de l'autre côté Mourir pour Kobané, qui sont des écrivains qui ont cette double vision, à la fois de l'engagement qu'ils racontent, ce qu'a fait effectivement Camus, et de l'engagement que peut avoir Camus fortement sur un certain nombre de sujets, la peine de mort ou autre, et puis et Malraux d'ailleurs s'opposera aux violences qui sont faites et aux exactions qui sont commises pendant les débuts de la guerre d'Algérie, et il sera assez virulent contre ces exactions-là. Il signera des pétitions avec Sartre, ce qui, quand on connaît les relations entre Sartre et Malraux, est quand même assez amusant de voir que quand même sur certains sujets, ils arrivaient à se retrouver. Euh, mais mais justement, contrairement à un Sartre qui reste quand même très tourné autour de Saint-Germain-des-Prés, Malraux, il sort de Saint-Germain-des-Prés, il va sur le terrain, il va au contact des plus démunis dans certains cas, et il veut absolument s'engager à leur côté. Malraux, c'est le sauvetage des temples d'Abu Simbel, c'est ces émissions de télé sur l'art. C'est vraiment quelqu'un qui a été, on va dire, visionnaire sur l'humanité artistique.
il a à la fois il est très visionnaire, vous avez entièrement raison. Il est très visionnaire dans sa vaste façon de percevoir l'art et en se disant l'art doit être accessible à tous et encore une fois ne doit pas être classifié. C'est ce qu'il fait quand il écrit le musée imaginaire, c'est-à-dire qu'il invente une forme de Wikipédia avant tout le monde. Hein. C'est-à-dire que chacun apportant sa pierre. Son œuvre, son chef-d'œuvre, sa sculpture, sa peinture dans le musée imaginaire en disant c'est son propre espace, c'est son propre univers. On retrouve ça aussi dans ce qu'il fera avec la création des maisons de la culture, enfin des maisons, oui, des maisons de la culture un peu partout en France, l'accessibilité aux musées, rendre les musées visibles pour tous, c'est vraiment quelque chose de très important pour lui. Il y a son engagement politique également aux côtés du général de Gaulle. Ces deux-là, ils étaient faits pour se retrouver, pour se rencontrer. Alors oui, alors qu'ils sont totalement différents. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez, vous avez deux mondes culturellement qui viennent de deux univers différents. C'est-à-dire que vous avez une France très classique, catholique, plutôt royaliste dans son éducation, qui est celle du général de Gaulle. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui vient du monde communiste, issu de parents divorcés, étant lui-même non divorcé, vivant avec sa belle-sœur. Enfin, ce qui mettra Madame de Gaulle d'ailleurs très en colère quand elle trouvera que Malraux sera de plus en plus présent aux côtés de son mari. Mais ils ont une fascination intellectuelle l'un pour l'autre. Ils ont tous les deux cette même vision et ce même sens qui peut paraître aujourd'hui désuet, mais de la nation, au sens de dire la France est un grand pays, on doit pouvoir la faire rayonner et la culture est l'axe principal de ce rayonnement. Quand Malraux part avec la Joconde, je vais dire quasiment sous le bras, parce qu'il la met dans une cabine à côté de lui sur le France pour l'emmener aux États-Unis, il fait un discours qui pour moi est un des plus beaux discours qui existent devant le président Kennedy quelques jours avant l'assassinat de Kennedy, où il remercie le peuple américain des sacrifices de la Première et de la Seconde Guerre mondiale en disant c'est grâce au sacrifice de vos soldats que cette Joconde peut sourire devant vous aujourd'hui. Et pour lui, c'est tout aussi important, et ça, il partage ça avec le général de Gaulle, c'est que cette mise en avant comme ça de la culture française, c'est ce qui fait rayonner la France, autant peut-être même plus que de vendre un avion, de vendre une technologie, etc. Et puis, je suppose qu'il y avait une fascination euh, de l'un et de l'autre, peut-être de Gaulle par rapport à l'aspect culturel de Malraux, et puis à ce côté aventurier que lui avait eu, mais très cadré comme militaire. Et puis pour Malraux, cette fascination de l'homme qui a sauvé la France. Hein, Alors, ils ont en commun tous les deux d'avoir désobéi, parce que De Gaulle, mine de rien, pour un militaire, avoir refusé oui. l'armistice et être parti il y a cette forme-là de rébellion entre les deux. Alors, elle est plus canalisée chez l'un, moins visible chez l'un que chez l'autre, mais ce qui est certain, c'est qu'ils ont ça en commun. Ils ont ce sens absolu de l'engagement. Tous les deux, ils ont partagé ça. Et Malraux sera le seul qui, pendant toute la durée de sa présence aux côtés du général de Gaulle, sera toujours assis à sa droite en Conseil des ministres, et à qui le général de Gaulle enverra du mon cher ami, long comme le bras, ce qui est quand même assez rare dans l'expression de De Gaulle. Ça se traduit dans un des derniers livres de Malraux, qui est Les chaînes qu'on abat, qui publie peu de temps après la mort du général de Gaulle, où il raconte, là aussi, l'homme qui osait ses rêves, c'est-à-dire qu'il se crée son imaginaire d'un repas qu'il raconte avec le général de Gaulle, qui n'a pas eu lieu. Alors après, il prend des bribes de petits moments qu'il a pu passer avec de Gaulle pour faire ce livre, mais qui est un hommage absolu et pour moi un des plus beaux hommages qui existent qu'on ait pu faire au général de Gaulle après sa disparition. Malraux, c'est aussi une voix et un discours, une parole. Alors bien sûr, le discours de l'entrée de Jean Moulin au Panthéon, mais pas que. Non, il y a les oraisons funèbres de Malraux en règle générale sont des oraisons absolument passionnantes à lire et à écouter, effectivement. Et puis après, c'est la télévision. C'est-à-dire que Malraux a été probablement un des premiers à utiliser la télévision comme étant à la fois un outil, je vais dire, de propagande culturelle, mais aussi de propagande politique. Il y a, ce que je raconte au début, c'est le soutien qu'il apporte à Chaban quand Chaban-Delmas se présente à la présidentielle de 74. Je pense qu'il a il a moins joué en faveur de Chaban que ce qu'il espérait, parce qu'il paraissait confus dans son propos, mais il a un timbre de voix, il a une capacité d'expression qui est absolument étonnante. Et c'est vrai que de réécouter ou de revoir les interviews de Malraux sont toujours des moments étonnants parce que même si ça peut paraître un peu compliqué au départ, quand on rentre dedans, c'est fluide, c'est limpide ce qu'il raconte. Alors vous parlez de Clara Malraux tout à l'heure, sa première compagne, peut-être son premier amour. Oui. Malraux et les femmes, ça a été compliqué aussi.
Ça a été compliqué parce que donc il se marie une première fois donc avec Clara Malraux. Clara le fascine parce que elle lui donne accès à un monde, d'abord un monde qui a une certaine aisance financière, donc ça ce qui l'arrange bien objectivement. Il est fasciné qu'une femme un peu plus âgée que lui soit fascinée par lui, femme très intellectuelle, très libérée, on pourrait dire par rapport à son époque. Et donc là il y a une vraie fascination. Ils ont une fille ensemble. Et puis Malraux va rencontrer en allant chez Gallimard une jeune femme qui s'appelle Josette Clotis, dont il va être très amoureux également. Et il ne divorcera pas de Clara d'abord parce qu'elle ne veut pas au départ, et ensuite Malraux ne souhaite pas divorcer parce qu'il veut la protéger avec son nom de famille pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il a deux enfants avec Josette, deux fils qui hélas disparaîtront dans un accident de voiture ensemble. Et puis Josette se tue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle tombe sous un train et elle a les deux jambes broyées et elle meurt dans des souffrances atroces. Et donc Malraux se retrouve seul avec ses deux fils. Dans le même temps, son frère Roland, arrêté, puis déporté et torturé par les Allemands. Ses deux frères disparaîtront. Roland, donc, qui a épousé Madeleine, a eu un petit garçon qui s'appelle Alain et ils se retrouvent finalement tous les deux, l'un avec deux fils et l'autre avec un fils. Et Malraux lui dit, bah, écoutez, installons-nous ensemble. Et il y aura une vraie, et il va épouser, il finira par divorcer de Clara, et il épousera Madeleine, et il y aura une vraie proximité avec Madeleine. Et ça ne va pas durer jusqu'à la fin des jours de Malraux, puisqu'il va retrouver un amour dire de jeunesse, qui s'était dit un jour ou l'autre on vivra ensemble, qui était Louise de Villemorin. Il va vivre pendant 2 ans avec Louise de Villemorin, et Louise de Villemorin disparaîtra. Et il aura comme compagne, mais plutôt comme compagne, j'allais dire, une amitié solide, fiable et réconfortante avec Sophie de Villemorin sur la fin de ses jours. Donc il a une relation avec les femmes qui est particulière, oui, c'est clair. André Malraux, donc l'homme qui aimait, et qui aimait, oui, qui osait ses rêves aux éditions Baker Street. Merci beaucoup, Guillaume Merci à Duvier. vous. Merci.